première chose que j'ai voulu faire, qu'on a voulu faire en arrivant, dans le plan, c'est de stabiliser cette organisation-là. Donc, pour cette année et l'année prochaine, d'avoir un budget qu'on était capable de garder stable, de suivre, de ne pas perdre d'argent à la fin de l'année, qu'on était obligé d'aller cogner à la porte des actionnaires pour renflouer les coffres, mais de créer une stabilité au sein de l'organisation et un plan à moyen terme, en plus de ça, sur des moyens de faire des revenus. Donc, c'est ma vision, ça c'était ma vision à moi des choses qu'on a partagées avec Nathalie Castellano, Erwan, avec tous les actionnaires, bien sûr, et avec Pierre Laplante, qui est venu, qui est un ancien président du club, qui est revenu nous aider, nous donner un coup de main sur la vision du club. Donc, tout ce qui a été bâti depuis la montée en Magnus, c'est tous des trucs, c'est rien qui a été mis à l'eau. Moi, je ne suis pas arrivé en disant ce qui a été fait, on veut le défaire. Au contraire, en fait, tout le travail qui a été fait, ça a été le travail le plus dur qui a été fait par Marc et par les autres présidents et par Christelle avant ça, pour amener le club où est-ce qu'il est aujourd'hui en Magnus. Et maintenant, nous, c'est plus d'avoir un plan stable pour avoir quelque chose de solide et année après année, créer du revenu, augmenter les budgets de l'équipe, augmenter les revenus de l'équipe sur d'autres sphères, d'autres trucs. C'est important aujourd'hui parce que le sponsoring, le mécénat et tout ça, surtout avec la COVID, on ne peut plus juste se fier là-dessus. Il faut aussi créer des revenus, créer de nouvelles sources de revenus et de nouvelles sphères de développement. Donc, l'objectif actuel, c'est de dire on veut être top 8 à toutes les années. Avec le budget qu'on a, qui est un des plus petits dans la Ligue, on est quand même assez ambitieux de dire qu'on veut être top 8. Donc, on n'a pas un gros budget, mais on veut être capable de faire des bonnes pioches, des bons coups, travailler avec les jeunes, justement, qu'on a pour être capable d'être un top 8 année après année. Et puis, avec ça, augmenter la capacité du club. Donc, comme je dis, les 12 équipes en Magnus et les tops de D1, ça peut se comparer un peu sur qui a quelle ambition sur les budgets, mais il faut avoir les ambitions réalistes de nos capacités. Donc, si demain, je me présente puis je dis, ouais, cette année, on va être top 4, on va faire 5 à toutes les années, ce n'est pas la réalité dans laquelle on vit. Donc, on bâtit un projet sur un moyen terme. Moi, j'ai un contrat de 3 ans. Mon but, c'est qu'à la 3e année, ben, je suis capable, premièrement, soit de re-signer, de rester à Mulhouse et de continuer le projet, ou si jamais je vais vers d'autres trucs, mais je sais que la personne qui rentre en place peut continuer ce projet-là et continuer d'augmenter la capacité du club. À la Ligue, on vit des réalités qui sont différentes, mais le but, c'est qu'on ne soit pas encore dans 10 ans en train de se dire ouais, on a un petit budget. Non, donc on veut créer. Donc on veut travailler là-dessus avec la DHM. C'était la première année qu'on avait l'entente avec Strasbourg. Donc, c'est pas simple, travailler dans l'entente entre Strasbourg, Mulhouse, Colmar, tout ça. Donc, on met les bases de ça en ce moment. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre de créer, de former plus de jeunes de la région, probablement. Et éventuellement, le but aussi, c'est dans 4-5 ans, qu'il y ait plus de jeunes de l'Alsace qui puissent être en capacité de jouer en D1 ou en Magnus et qu'on ne soit pas obligé, justement, de se fier sur l'argent pour aller payer des bons joueurs d'ailleurs, mais qu'on ait des bons joueurs de la région, des bons jeunes dans la région qu'on forme. Donc, on travaille aussi avec l'entente, avec Strasbourg et avec la région pour continuer à former nos joueurs, attirer les joueurs comme Antonin qui est venu chez nous dans un projet qui l'intéressait à cause de l'entente. Donc, qui l'intéressait parce qu'on était capable de lui dire, écoute, tu vas peut-être jouer un peu en Magnus avec nous à la base et tu vas jouer en D1 et en D2, mais tu vas te promener et tu vas jouer beaucoup de matchs. Et puis finalement, ben, ça a été bien pour lui parce qu'il a joué tous les matchs cette année en Magnus avec nous, en plus de jouer en D1. Mais ça a été bon pour lui, bon pour son développement. Et aujourd'hui, ben, on est capable de dire qu'Antonin est un top 12 Magnus, est capable de jouer en Magnus. Donc, il s'est développé l'an passé et ça a été une bonne pioche, ça a été un bon move. Donc, c'est aussi là le travail de développement du club. C'est pas juste signer des joueurs pro, coacher la Magnus et en récolter les fruits. C'est tout créer autour de ça. Et là, on a eu cette année Mme le maire et M. Jordan de la M2A qui sont venus au dernier match de la saison contre Amiens. Et c'était une première. Et puis, ils sont venus voir les vestiaires, sont venus visiter, sont venus coacher un soir, discuter avec moi. Et on a senti qu'il y avait un bel engouement envers nos projets parce qu'on leur amenait des projets qui étaient aussi quelque chose qui faisait un peu qui faisait grandir Mulhouse, qui ne sont pas juste des projets où on est demandant, mais c'est aussi des projets où on est acteur, où est-ce qu'on veut s'impliquer dans les communautés autour de Mulhouse avec le hockey. Encore une fois, des projets qui sont acceptés, là, qui vont être communiqués bientôt. Donc, des trucs où est-ce qu'on va aller un peu partout, puis on veut être plus présent nous aussi parce que c'est facile de demander.
mais il faut aussi qu'on redonne. Donc, je pense qu'il faut qu'on redonne plus. À Mulhouse, je pense que le club donne beaucoup aux fans, va donner beaucoup aux partisans, aux gens qui viennent à la patinoire. Ils peuvent donner à des causes, mais là, il faut qu'on donne plus à la société, à la communauté, qu'on soit présent dans différentes structures, dans différentes causes. Tandis que nous, en Europe, eh bien, on peut avoir, honnêtement, je dois recevoir environ 1000 mails par année de joueurs disponibles. On envoie tous les sortes. Moi, j'ai un document. À chaque fois que je reçois un mail, je regarde le joueur. Si c'est un joueur qui est intéressant, moi, comment je fonctionne, je vais le classer A, B, C, D. Donc, A en étant un joueur très intéressant, B, C, D, et je ne regarde jamais l'argent. Au début, je classe le joueur. Donc, dans mon classeur, il peut y avoir tous les joueurs A sont peut-être hors de prix pour Mulhouse, mais je les ai quand même dans le classeur parce que je veux me garder informé sur, premièrement, le joueur vient de où il a signé, combien il a signé aussi. J'essaie de savoir à peu près les joueurs dans quelle ligue ils vont et les salaires qu'ils vont signer. Comme ça me donne une bonne information, surtout le marché européen. Donc, quand j'ai un joueur qui m'est offert par des agents, ils envoient leur liste de joueurs au complet. Il y a des joueurs qui sont de calibre Magnus, que je pourrais peut-être signer, et aussi des joueurs qui sont de calibre DEL, qui vont aller jouer en Allemagne, gagner 100 000 par année, qu'on ne pourra jamais se payer. Mais je sais que lui, il est allé signer pour 90 000, 100 000 par année dans telle équipe en Allemagne. Et j'essaie de garder le plus d'informations possible pour connaître un peu le marché et cibler quel joueur vaut combien. Donc, on se fait approcher, on se fait bombarder par les agents. Et en réalité, dans le hockey, comme dans la vie, aussi pour le travail, c'est un peu pareil, les contacts qu'on a et les gens qu'on connaît bien, c'est souvent, ça facilite souvent les décisions. Hein? Donc, oui, est-ce qu'un coach canadien va signer en moyenne plus de Canadiens qu'un coach finlandais? Oui. Est-ce qu'un coach finlandais va signer plus de joueurs européens qu'un coach américain? En moyenne, oui. Je veux dire, Angers l'an passé, avait 10 Canadiens. Un coach canadien. Le carnet d'adresse d'un coach canadien est forcément plus étoffé avec des joueurs nord-américains ou canadiens. Enfin, exact. Mais ce qui facilite quand on reçoit une liste de joueurs, on reçoit les vidéos et on reçoit les statistiques. Donc, on peut choisir un joueur c'est facile parfois. Des joueurs qui ont joué dans les grandes ligues, on sait qu'ils ont le calibre. On peut regarder les statistiques, on peut regarder les vidéos qu'ils nous envoient. Et maintenant, le nerf de la guerre, c'est de parler avec des gens qui l'ont connu et en qui tu as confiance. Mais moi, un joueur qui vient de Mestis en Finlande, si je ne connais pas l'organisation, je ne connais pas son agent, je ne connais pas les coachs et je ne connais aucun joueur avec qui il a joué, c'est difficile pour moi de savoir est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que ce gars-là va dans le vestiaire, est-ce qu'il va être bien, est-ce qu'il est travaillant ou il est paresseux, est-ce qu'il a une bonne attitude durant les entraînements, est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien parler aux gens, les fans l'aiment, tous les trucs qui peuvent influencer un choix. Des fois, c'est difficile d'aller chercher l'info. Mais s'il y a des agents avec les années, et c'est là que je vous avoue qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas inventer et l'expérience, on ne peut pas l'acheter. Moi, ça fait 12 ans que je coach. J'ai une bonne expérience de coach. J'ai commencé très jeune quand j'ai arrêté ma carrière parce que j'ai été blessé. Ça fait longtemps que je coach. Le nombre de matchs que j'ai coachés, moi, en junior majeur, chez nous, on coach 70 matchs de saison par année, plus les playoffs, moi, du hockey, j'en ai fait. À l'âge que j'ai 33 ans, mais mon niveau de coaching, mon expérience de coach est élevée. Sauf qu'à l'âge que j'ai, en Europe, c'est pas vrai que je connais tous les agents et c'est pas vrai que je connais tous les directeurs généraux. Je ne pourrais pas dire le contraire. Donc, cette expérience-là vient avec les années. Déjà, après 2 ans en France, je connais plus de gens. Il y a des gens à qui j'ai appris à faire confiance. Il y a des vendeurs de saucisses qui essaient de me vendre un joueur. Ils me disent c'est un bon gars. Finalement, tu te rends compte qu'il a signé ailleurs et c'était un joueur qui avait une mauvaise attitude. Et puis, année après année, tu sais que cet agent-là, il mousse ses joueurs, mais il ne dit pas la vérité. Et bien, ça, c'est le genre d'agent que j'efface de mon carnet d'adresse. Donc, la plupart des joueurs ont des agents. Surtout les joueurs dès que les joueurs ont touché à des ligues pro, un peu partout en Europe ou en Amérique du Nord, ils ont pour la plupart ont des agents. Maintenant, les joueurs français, les jeunes français, c'est quelque chose qui commence. Donc, moi, j'ai joué Magnus il y a 11 ans. Et puis, quand j'ai joué Magnus, les joueurs français, je ne connaissais pratiquement pas de joueurs qui avaient des agents. Et souvent, les joueurs français vont aller chercher des agents pour aller à l'extérieur, donc pour aller en Finlande, pour aller en Suède, essayer d'aller à l'étranger. De plus en plus, les jeunes commencent à travailler avec des agents pour la France et pour eux ici. Donc, c'est toujours une bonne idée, moi je trouve, d'avoir un agent, mais c'est une bonne idée d'avoir un bon agent. Ça peut être une très mauvaise chose d'avoir un mauvais agent. Quand je dis mauvais, ce n'est pas en compétence, mais c'est l'agent qui
ne regarde pas nécessairement vraiment l'intérêt du jeune. L'intérêt du joueur, ouais, d'accord. Ouais, je dis du jeune, mais du joueur, ouais, parce que plus les joueurs sont vieux, plus ils savent ce qu'ils veulent un peu. Bien sûr, des fois, quand le joueur va re-signer chez nous, ben, des fois, il va dire écoute, j'arrête de travailler avec mon agent, on parle ensemble, ça fait 3 ans que tu me coaches, on se connaît, on n'a plus besoin de. Parfait. Mais pour l'intérêt des joueurs, moi, je pense que c'est important d'avoir un bon agent qui voit bien aussi, parce qu'un jeune qui a 21, 22 ans peut se faire offrir en Magnus un peu plus d'argent en quelque part, mais le projet de développement est peut-être mieux ailleurs. Puis des fois, c'est l'agent qui va bien le conseiller sur les choix qu'il a à faire. Et c'est ça, ça peut faire une grosse différence. Donc, un bon agent. Il y a des joueurs qui viennent la première année en Europe et qui explosent, dès qu'ils arrivent. Donc, ça dépend aussi vraiment là, la chimie qu'on a dans l'équipe. Est-ce qu'on trouve les bons joueurs, justement? Est-ce qu'on fait des. Parce que des fois, on va chercher toute l'info qu'on a. On signe un bon joueur, talentueux, qui a des bonnes stats, qui vient de bonnes ligues, qui est une bonne personne, qui a été bien entraîné, qui a une bonne attitude, et malgré ça, il y a une mauvaise saison. Et des fois, on trouve pas, on réussit pas à expliquer pourquoi. Et puis ça, c'est là notre travail, le job qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, en tout cas. Par exemple, Danick Crête, qu'on a eu cette année, qui est venu chez nous. Encore une fois, je ne peux pas divulguer nécessairement les chiffres, mais c'est un joueur qui venait pour une première année en Europe, une opportunité, qui est venu pour pas beaucoup d'argent. Surtout pour sa valeur. Une très belle saison, il nous a montré son talent. Il veut se faire montrer pour essayer de trouver mieux ailleurs, enfin, pour trouver mieux la deuxième année, je pense. C'est ça, puis que ce soit chez nous ou ailleurs. Puis nous, actuellement, on n'était pas capable de confirmer exactement le montant d'argent qu'on allait avoir, qui allait rester pour offrir à Danick, ayant déjà Jerry Laxo au Québec, et des gars qui étaient signés. Et donc, pour nous, c'était difficile de chiffrer. Il y a eu une belle offre en Magnus, il va partir, mais on ne pouvait pas nécessairement rivaliser parce qu'en gardant, comme Guillaume a dit plus tôt, en gardant environ le même budget, on ne peut pas inventer de l'argent. Donc, les joueurs qu'on a, quand ils font bien, ils partent. C'est triste, mais je veux dire, quand tout le monde fait bien, on ne peut pas tous les signer en même temps. Et moi, quand je suis arrivé l'an passé, c'était un peu le même problème. Roland, qui est parti à Rouen, je vous garantis qu'on ne pouvait pas rivaliser avec l'offre qu'il a reçue de Rouen. Il n'y avait rien à faire avec ça. Tommy Bessinger, qui a marqué 20 buts, au début, il ne voulait pas revenir en Europe. Il voulait aller dans la East Coast. Il voulait essayer d'aller dans la East Coast et les montants d'argent qu'il demandait pour revenir étaient faramineux. On ne pouvait pas se les permettre. Et donc, un joueur qui marque 20 buts, comme Tommy avait marqué en 20 buts en 35 matchs, si je ne me trompe pas, un joueur qui marque 20 buts en Magnus, c'est un joueur qui demande beaucoup d'argent. Puis quand tu ne l'as pas, cet argent-là, tu ne peux pas l'inventer. Donc, il faut essayer de trouver le meilleur des deux mondes et de faire des bons coups, puis essayer de garder les joueurs aussi en même temps. C'est ce qu'on essaie, mais des fois, on ne peut soit pas re-signer le joueur, et ce n'est pas par manque de volonté, mais c'est juste par timing qui fait que Nice, une année, ou Briançon, une année, veulent offrir un contrat à un défenseur numéro 1. Et puis, ce défenseur-là, peut-être qu'il était chez nous, il a fait une bonne saison, ils sont capables de lui offrir quelque chose que nous, on ne peut pas parce qu'on a déjà un défenseur numéro 1 qui gagne ce montant-là et on ne l'a pas. Donc, là-dessus, on essaie de comparer avec ces livraisons. C'est que là, cette année, nous, on veut être patient dans les derniers choix qu'on va faire. Par exemple, la Belle vient chez nous. Normalement, ce qui arrive, là, moi, je ne suis pas quelqu'un d'assez honnête, je n'ai pas de cachette. Olivier prenait sa retraite cette année. C'était sa dernière saison, normalement, à Bordeaux. Avec la saison qu'on a connue avec le COVID, eh bien, il n'a pas eu la chance de vivre une dernière année comme il aurait voulu. C'est un joueur qui fait 15 ans qu'il joue pro. Il a joué, il a bougé un peu partout. C'est un joueur qui est passionné. Et puis, il ne se voyait pas finir sa carrière comme ça. Donc, on a discuté, puis il a décidé de venir faire une dernière saison avec nous. Mais nous, on ne peut pas se payer Olivier Labelle. À Mulhouse, on ne peut pas se payer Olivier Labelle. Il faut que les gens soient conscients de ça. C'est un joueur qui a décidé de venir à Mulhouse pour moins d'argent parce qu'il voulait finir sa carrière en beauté, parce qu'on est partenaire dans la vie, on est des meilleurs potes. On est meilleurs potes, puis la situation est adéquate et elle se présentait. On n'aurait pas pu écrire ça si on avait pensé ça il y a 10 ans, on n'aurait pas pu l'écrire. Hein. C'est quand même une tournure d'événements assez spécial. Vraiment, les défis qu'on a dans un club qui a une limite budgétaire, c'est de trouver ces bonnes pioches-là. Les jeunes qu'on avait l'année passée, qu'on veut ramener parce qu'on est content de ce qu'ils nous ont donné, puis on pense que ces jeunes-là vont être meilleurs l'année prochaine qu'ils ont été l'an passé. Bon, là, ça, on va frapper là-dessus aussi. On dit, bon, ça, c'est des bons coups, c'est des joueurs qu'on ramène, notre profondeur est solide, on est content. Mais tout ça vient ensemble, puis c'est vraiment notre vision actuelle cette année.
c'est de partir du haut, attendre un petit peu, voir ce qui se passe, parce qu'on est convaincu qu'on va faire des grosses pioches pour moins d'argent, et puis on va s'en sortir gagnant l'an prochain. Donc, nous, on doit voir avec les meilleures qualités-prix possibles qu'est-ce qu'on fait par rapport au GFL, c'est sûr. Et ensuite, les étrangers qu'on veut absolument garder, les joueurs qu'on veut garder dans le core, dans la base de l'équipe, parce que c'est des gars importants sur la glace, mais aussi on fait des choix, bien sûr, des fois, parce qu'ils ont dit que c'est des gars qu'on ne veut pas perdre, c'est des meubles, c'est des gens qui font partie de l'équipe. Et parfois, on fait des choix difficiles de laisser partir des joueurs qui, oui, font partie de l'équipe depuis un bout, mais qu'en rapport qualité-prix, on n'est plus dans la zone où on peut se le permettre et on n'est plus dans ce qu'on recherche au niveau des joueurs. Et en plus de ça, bien oui, la philosophie du coach. Parce qu'il y a des fois des joueurs qu'on laisse partir, ça peut être effectivement, la réalité, c'est qu'il y a des joueurs qui vont partir d'ici ou d'autres clubs. Et la raison peut vraiment être que la philosophie du joueur, la façon d'agir du joueur ne colle pas avec la philosophie du coach. Et puis là, ça, c'est sûr que c'est important. Moi, ça peut arriver qu'en conséquence de la façon que moi j'ai de travailler, il y a des joueurs que ça ne colle pas avec ma philosophie, mes valeurs. Et en conséquence, le joueur va partir et c'est lui qui va payer. C'est sûr, parce qu'en bout de ligne, moi, c'est moi qui va décider ce que je veux comme attitude, comme teinte de l'équipe, en essayant de garder ce qui existe à Mulhouse, en essayant de garder ce qu'il y a comme valeur. Mais c'est bien sûr que des fois, ça ne colle pas. Et ça peut arriver. Donc, je veux dire, c'est pas de cachette pour personne qu'on travaille depuis que la saison est finie pour garder Quentin Papillon. Hein, il n'y a pas de personne. J'espère que personne doute. J'espère que personne doute de ça. Après, c'est pareil. Pourquoi et comment on va arriver à faire un deal avec Quentin ou pas, il va toujours avoir une liste de raisons. C'est sûr qu'on travaille pour amener Quentin. Maintenant, qu'est-ce qui arrive sur le marché? Quelle disponibilité il y a? Est-ce qu'il y a, lui, des offres ou pas pour avoir quelque chose de plus grand en termes de ligue et ainsi de suite? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne pourrait pas se battre s'il y avait une offre? Quentin vient de Rouen. Si Rouen offre 75 000 €, je dis n'importe quoi, si Rouen offre 75 000 € net par année à Quentin Papillon et puis que Mulhouse lui offre 22 000 € net, je veux dire, même si je m'entends bien avec Quentin Papillon, il ne viendra pas pour moi. Il ne viendra pas à Mulhouse pour mes beaux yeux. T'sais. Donc, tout ça, c'est les allées et venants. Et je vous rassure, là, Rouen ne va pas faire 75 000 € à Quentin non plus. Et on veut toujours travailler très fort pour faire le meilleur coup possible. Et bien, parce qu'on est des êtres humains, je serais menteur ou encore pire que ça, mais je veux dire, d'arriver et de dire que je pense qu'on fait toujours des bons coups. On en fait des erreurs, c'est sûr et certain, et on va en faire. On essaie de faire le moins d'erreurs possible ou le plus de bons coups possible. Et puis, si l'année prochaine, on a la main chaude, on fait tous des bons coups. Et en plus de ça, les joueurs qu'on a signés, la chimie colle bien. Et en plus de ça, les joueurs qu'on a ne se blessent pas. Eh bien, c'est la différence entre finir 5e, 4e ou 11e. Et ça, là-dessus, on peut avoir fait le même travail avec la même ardeur et la même assiduité et avoir un résultat complètement différent selon les personnalités des gars, selon ça colle ou pas et selon si on a une bonne pioche ou pas. Donc, et il y a des exemples partout. Bostan Golicic qui joue en Magnus, qui s'est fait mettre dehors. On s'entend qu'il est parti, qui ne s'est pas entendu avec Bordeaux. Il a commencé l'année, il était à Grenoble, a fait une belle saison, signe un contrat à Bordeaux, ça va pas bien. Et s'en va de Bordeaux. Et puis là, va à Gap. Et puis là, il est super bien à Gap. Et je pense qu'il va rester à Gap. Et ça va bien. Mais pourquoi à Bordeaux, ça n'allait pas bien? Pourquoi ça ne collait pas? La personnalité, le coach, les joueurs avec qui il jouait. Et tous ces trucs-là ont fait que ça n'a pas très bien fonctionné. Et puis finalement, c'est un joueur qui est excellent en Magnus. C'est pas parce qu'il n'était pas bon cette année-là, mais ça n'allait pas. Donc, on travaille fort là-dessus pour essayer de bien bâtir ça. Et oui, si je reviens à la base sur la façon qu'on travaille, comme je vous ai dit, je garde beaucoup d'infos, mais quand on commence toute la saison, on a comme vous dites, on a le line-up, on a l'alignement devant nous. Moi, j'ai les lignes. Cette année, j'avais Lessard, Campbell, Marcotte. Les noms que j'ai sont là. Ce tableau-là existe. Et puis, on a un tableau numéro 2. Un tableau numéro 2 qui est complètement vide, qui est juste... Moi, j'ai un tableau qui est écrit JFL, 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 import, import, import. Et le nombre d'imports, le nombre de JFL, environ l'argent qu'on a. Après, on va avoir un tableau numéro 3 qui va être un mix, qui va être, bon, OK, qui on veut garder absolument. Et le tableau change. Il y a un moment... durant le mois d'avril, j'avais 7 tableaux.
Donc, je travaillais avec 7 tableaux différents, 7 options différentes. L'option Papillon revient pas. Donc, si Papillon ne revient pas, est-ce qu'il y a des gardiens français sur le marché disponibles pour égaler cette qualité-là? Peut-être pas. Donc, est-ce que je suis obligé de signer un gardien import? Oui, si je signe un gardien import, combien je dois mettre sur le gardien import? Combien je mets sur le gardien import? Ça m'enlève un place d'import à l'attaque. Combien je signe d'import à l'attaque? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a un moment là où j'avais 7 tableaux avec toutes les options possibles selon le budget et qu'est-ce qu'on pensait qu'on allait faire et comment on pensait qu'on allait donner à qui. On a combien puis, maintenant les tableaux? Aujourd'hui, on en a 3. C'est plus facile. Donc, on a notre tableau actuel. On a le tableau actuel avec les signatures faites qui seront tous annoncées éventuellement. Et on les connaît pas toutes encore, les signatures, si j'ai bien compris. Exact. Il y a des signatures qui ne sont pas annoncées. Donc, moi, j'ai le tableau actuel avec les signatures qui sont faites. Ensuite de ça, en numéro 2, j'ai le tableau de projection avec ce qui est possible. Donc, avec les montants d'argent qui nous restent, c'est ça sur combien je crois qu'on va donner à qui. Donc, j'ai une option qui va dire je pense donner à peu près tant pour le joueur de centre, je pense donner à peu près tant pour un défenseur, puis blablabla. Et ensuite, qu'est-ce qui en reste? Et encore là, l'option, c'est ça. Donc, gardien import, gardien français. Donc, c'est 3. Là, on a 3 tableaux sur les options qu'on peut faire. Puis, il y a d'autres trucs il y a d'autres trucs qui sont faisables aussi. Donc, selon le budget, des fois, il y a des équipes qui vont aussi se garder des places d'étrangers, donc signer plus de Français, se garder une place d'étrangers, se garder un peu de budget. Parce que si on offre, encore là, je garde les mêmes chiffres, 2 000 € par mois sur une saison de 9 mois, on offre 18 000 € à un joueur. Eh bien, si on commence la saison sans ce joueur-là, donc on commence avec une équipe avec plus de on fait jouer plus notre profondeur, on est peut-être moins fort en début de saison, mais on attend jusqu'en décembre. Et puis là, décembre, janvier, février, mars, avril, on offre 18 000 pour 5 mois à un joueur. Et bien, plutôt qu'offrir 2 000 par mois, on offre 3 500 par mois à un joueur. Et là, on peut aller chercher un joueur, un gros joueur qui vient, un joueur d'impact qui vient en mi-saison. Mais c'est dur à évaluer. Est-ce qu'on a les reins assez solides pour se permettre de ne pas avoir un joueur de 2 000 € jusqu'en décembre et de ne pas jouer 25 matchs avec un joueur d'impact? Donc, mais c'est des choses auxquelles on pense. Avant de prendre cette décision-là, on en a quand même, c'est sûr, on en a discuté. Hein. Il faut être capable de bien, justement, séparer le travail de la vie perso. Je vous garantis que dans le top des personnes avec qui je me suis le plus pris la tête dans ma vie, Olivier est au sommet de la liste. En tout cas, il est dans les 3 premiers. Mais on a une business, ça fait 10 ans qu'on a une business ensemble. On est partenaires à part égale. On est 3 dans la business. Et donc, on est 3 partenaires à part égale. On est 3 amis d'enfance. Et ça a toujours très, très bien été dans notre business parce qu'on a toujours séparé les choses. Donc, nous, on est confiants que ça va bien aller parce que c'est les choix qu'on a fait quand on a parti la business. On s'est séparé les tâches, on s'est séparé les responsabilités et on se fait confiance dans nos domaines. Donc, on fait pareil. On va faire pareil l'an prochain. Il va me faire confiance dans mon domaine, dans le coaching, dans les décisions que je prends. Et puis moi, je vais lui faire confiance pour marquer des buts. Puis je vais lui faire confiance pour justement coller le vestiaire, être un leader dans le vestiaire. Tu sais, puis justement, c'est sûr que des fois, on peut se dire ça peut être un peu touché. C'est comme un peu la famille, hein, mélanger la famille et la business. Mais il y a aussi tellement un gros lien de confiance entre nous que moi ça me fait très plaisir et j'ai très confiance de justement de savoir que le vestiaire va être entre bonnes mains avec Olivier.